Bienvenue dans Histoire lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. La reprise du travail est une période inquiétante pour les parents. Laisser son bébé pour la première fois peut être une grande source de stress, surtout quand on souhaite poursuivre l'allaitement. Dans cet épisode, Céline Bourganeuf, consultante en lactation IBCLC à Nice, nous donne toutes les informations nécessaires pour une reprise du travail sereine. Nous tenons à préciser que chaque situation est différente. Tout ce qui est dit dans cet épisode est là pour vous donner des pistes ou vous rassurer, mais ne correspondra peut-être pas à votre situation. N'hésitez pas à consulter une conseillère en lactation ou appeler des associations pour vous aider dans votre projet d'allaitement avec la reprise du travail. Bonjour à toi Céline, on est très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et merci de venir prendre le temps de répondre à nos questions sur la reprise du travail et l'allaitement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Merci et bonjour à vous, Histoire lactée. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter allaitement. Je me présente, je suis infirmière puéricultrice à la base, consultante en lactation IBCLC depuis 5 ans maintenant. Je travaille en libéral, en cabinet, également en visio et à domicile pour les urgences. Je travaille en prénatal et jusqu'au sevrage en passant par la diversification alimentaire et j'accompagne les mamans dans leur allaitement maternel. Des petits mots, j'ai envie de dire, jusqu'aux grandes difficultés parfois. Et je soutiens surtout cet allaitement et cette alimentation naturelle depuis plus de 15 ans maintenant, puisque j'étais infirmière puéricultrice en réanimation néonatale avant avec les grands prématurés. Ah oui, où le lait maternel est très important. Exactement. Ouais. Ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais oui, c'est vrai, pourquoi pas. On n'y avait pas pensé, mais oui. C'est comme un médicament, hein. C'est une prescription médicale. C'est vrai. Ouais. Les quantités et notamment les anticorps et l'actualité faisant aujourd'hui aussi que la Covid-19 nous amène à penser que vraiment l'allaitement maternel est indispensable aussi pour bien démarrer dans la vie. Totalement. Alors, je vais commencer par la question la plus simple, mais la plus indispensable. Est-il possible de continuer à allaiter quand on reprend le travail ? Oh que oui. J'ai du mal aujourd'hui à penser qu'on puisse encore se poser la question. Malheureusement, il y a beaucoup trop de fausses idées et de fausses interventions sur la reprise du travail et un arrêt potentiel de l'allaitement maternel. C'est évidemment compatible à 200%. Et légalement, est-ce qu'il y a des droits, on a des droits particuliers par rapport à la reprise du travail ou ça dépend de l'employeur ou... Alors, ça dépend de l'employeur, mais il y a surtout des lois. C'est régi par des lois. Il y a des articles, il y en a 4. Pour les citer, il y a l'article L 1225-30 qui nous donne la possibilité d'avoir 1 heure par jour pendant 1 an, à compter du jour de la naissance, pour pouvoir avoir 1 heure d'allaitement par jour. Elle est déclinée sur un autre article qui donne la possibilité soit de la faire sur 1 heure en une fois ou en 2 périodes de 30 minutes. Également, d'autres articles qui nous disent que les mamans peuvent allaiter dans l'établissement dans lequel elles travaillent et qu'elles doivent normalement, je dis bien normalement, avoir un local dédié et adapté pour pouvoir allaiter les bébés dans le milieu du travail. Alors, il est quand même précisé qu'il doit y avoir des dispositions sur ce code du travail qui valent qu'à défaut de règles conventionnelles plus favorables, c'est-à-dire que en fait, ça dépend aussi des entreprises et des protocoles internes, j'ai envie de dire, de chaque établissement. D'accord. Et au bout d'1 an, du coup, ça se passe comment ? On n'a plus d'heures obligatoires pour pouvoir... Enfin, on n'a plus cette obligation de laisser 1 heure aux mamans pour allaiter, c'est ça ? D'allaiter. Après, ça dépend effectivement des établissements, des droits sur lesquels on peut se permettre, j'ai envie de dire, de pouvoir demander. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes qui reprennent le travail, c'est de voir un petit peu avec leur supérieur la possibilité de pouvoir faire un aménagement et de trouver un consensus, j'ai envie de dire, entre les besoins de la maman et les besoins du travail, du service ou de l'employeur et du bureau dans lequel elle est pour pouvoir aménager les plages horaires et poursuivre un allaitement pérenne au-delà de 1 an, puisqu'on n'oublie pas que dans cette année-là, il y a
toute l'année tous les mois de maternité, puisque ça part au jour de naissance. Donc, si les 4 premiers mois, on ne travaille pas, on a déjà ces 4 mois-là. Donc, ce n'est pas 1 an à partir de la reprise du travail, mais au jour de naissance. D'accord, ok. Là, par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut amener que l'enfant on peut allaiter au travail, c'est ça? En amenant son bébé? Quelqu'un vient nous déposer, par exemple? Il y a 2 possibilités. Soit l'enfant peut venir sur place. Je pense par exemple au papa, qui peuvent très bien amener l'enfant sur place pour que l'enfant puisse être allaité dans le milieu du travail si c'est compatible, dans un local dédié et adapté. Et sinon, la maman peut se déplacer dans les crèches collectives, par exemple les crèches d'entreprise, ou si l'assistante maternelle n'est pas très loin, soit 2 fois 30 minutes, soit une fois 1 heure hors de son travail. Donc, elle est autorisée à quitter son poste pour pouvoir aller allaiter son bébé, quoi. Exactement. Et pour les mamans qui souhaitent tirer leur lait du coup au travail, est-ce que c'est les mêmes plages horaires? C'est les mêmes plages horaires, exactement. C'est les mêmes plages horaires. Après, j'ai envie de dire, moi, ce que je dis aux mamans, autant pour un projet de naissance ou un projet d'allaitement, c'est faire un projet de reprise de travail et à la reprise de travail, d'évaluer les besoins en fonction de la lactation. Si c'est des mamans qui ont besoin de tirer 2 fois, 3 fois sur le temps de travail, en fonction des horaires qu'elles ont aussi sur le temps de travail. Les mamans qui travaillent en 12 heures, par exemple, ou les mamans qui travaillent en 8, elles ne vont pas avoir les mêmes besoins. Établir, entre guillemets, une charte avec l'employeur et la maman pour pouvoir être au mieux dans les besoins à la fois du bébé, à la fois de la maman et à la fois de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Donc, ça veut dire que cette charte, on peut la mettre par écrit déjà après la naissance ou pendant la grossesse? On peut la mettre soit pendant la grossesse, soit pendant la naissance, avant la reprise du travail, et surtout que ce soit signé de la part des 2 parties pour pouvoir être en accord et en harmonie avec son choix et avec les besoins de la boîte dans laquelle on travaille. C'est important, à mon sens, avant justement de dire que reprise du travail égale arrêt de l'allaitement, parce qu'il y a plein de choses qui sont finalement possibles. Alors, je ne dis pas que c'est possible partout, mais en général, en passant par la communication, on arrive toujours à trouver un consensus entre les besoins à la fois maternels et les besoins de l'entreprise. Et là, c'est une question pour ceux qui ont des horaires de travail assez classiques. À partir de quel âge est-ce qu'on n'est plus obligé on pourrait se passer de tirer le lait la journée ou de faire venir le bébé où il n'aurait plus besoin la journée et on pourrait seulement l'allaiter le matin et le soir? Alors ça dépend entièrement du choix et des projets d'allaitement qui sont individuels. Il y a des mamans qui veulent continuer, il y a plusieurs façons de faire, il y a des mamans qui veulent continuer à allaiter un allaitement exclusif, donc qui vont tirer leur lait sur le lieu de travail pour pouvoir couvrir les besoins en lait maternel pendant tout le temps de l'absence. Et il y en a d'autres pour lesquelles elles vont passer sur un allaitement mixte où elles tireront à peine leur lait, voire pas du tout sur leur lieu de travail, et qu'il y aura un allaitement effectivement que sur les temps de présence, donc week-end, matin et soir par exemple. Tout est possible. Et c'est surtout ça aujourd'hui, je pense, qui est important à comprendre, c'est que tout est réellement possible et tout est malléable. C'est pour ça que le fait de faire un projet, moi je leur dis souvent en consultation, de faire un projet de reprise du travail, ça permet aussi aux mamans de faire des choix et de pouvoir aussi s'ancrer dans leurs propres besoins et de savoir comment la reprise du travail va se faire et qu'est-ce qui est le mieux pour elles. À partir du moment où on a fait ce choix-là, ça va beaucoup mieux marcher aussi. Et on se rend compte, et je me rends compte aussi, que quand les mamans ne savent pas si elles vont continuer un mixte ou pas un mixte, etc., et qu'elles sont déjà perdues elles-mêmes dans leur projet, c'est des reprises du travail qui sont plus compliquées. Tandis que si c'est déjà préparé en amont, c'est-à-dire les choix sont faits, je ne veux pas tirer mon lait ou je ne peux pas tirer mon lait sur le lieu de travail malheureusement encore, on va faire une alimentation mixte avec une lait de préparation qui va arriver dans l'introduction de l'alimentation pour le bébé. Et ça va se faire en amont d'ici, moi en général, je préconise 15 jours avant une reprise du travail quand on passe sur un allaitement mixte. Si on est sur un allaitement exclusif, j'ai envie de dire, à part faire un petit peu de stock, et ça on peut en parler dès maintenant, moi je dis aux mamans dans les 15 jours de tirer leur lait potentiellement le matin une fois, après une tétée, de tirer des petites quantités pour faire des stocks régulièrement, histoire d'avoir 2-3 jours au minimum d'avance et pas forcément faire des grands stocks et s'y préparer un mois et demi à l'avance. Ça sert à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est au travail, on tire le lait et donc on a déjà un stock qui va se créer de la veille pour le lendemain. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Ouais, et est-ce que, par exemple, à partir du moment où l'enfant a plus de
un an, on n'est pas obligé de se prendre la tête à tirer le lait, peut-être. Effectivement, on a une baisse de la lactation, quoi qu'il en soit, parce que les besoins en termes de lait maternel diminuent chez l'enfant, hein. On est à peu près à un an, on est à peu près à 400 millilitres de lait par jour. Donc, en 2 tirages potentiellement, si on arrive à faire du 150-200 millilitres, on a largement ce qu'il faut. Et parfois même, on ne tire pas du tout et les tétés du matin et du soir suffisent amplement avec une diversification alimentaire équilibrée et diversifiée à côté. Il n'y a aucun problème. C'est des poursuites d'allaitement qui se font de manière classique et autonome, j'ai envie de dire, où la maman n'a pas besoin de tirer son lait sur le lieu de travail. Et d'ailleurs, par rapport aux quantités, comment on sait combien de lait on doit fournir au mode de garde? Est-ce que ça varie en fonction de l'âge? Ça varie en fonction de l'âge, effectivement. Donc, on va plutôt, moi, je vais faire la tranche pour les moins de 6 mois et ensuite, on fera les plus de 6 mois. Pour les moins de 6 mois, on est à peu près à 850 millilitres de lait maternel par jour. Donc, on divise par 2 pour avoir une demi-journée et en fonction de 8 heures ou 12 heures, on a à peu près, j'ai envie de dire, entre 300 et 450 millilitres de lait si on est sur des plages de travail standard entre 8 et 12 heures. D'accord. Et du coup, après 6 mois, ça diminue, je suppose? Exactement. Après 10 mois, on est plutôt sur du 600 millilitres pour l'enfant en termes de besoin. Donc, on va être sur du 200 à 300 millilitres d'expression sur des demi-journées, 8 heures, 12 heures par exemple, sur les mamans qui sont absentes sur ces plages horaires-là. Donc, on a en général, les mamans, quand elles tirent leur lait, elles tirent 1 à 2 fois sur le temps de travail et elles arrivent à récolter assez facilement les doses qui sont celles en rapport avec le besoin du bébé. Et puis de toute façon, elles vont forcément se rendre compte au bout d'un moment combien son bébé prend vraiment la journée, enfin, soit chez la nounou, soit à la crèche, je suppose. Tout à fait. Tout à fait, ça va s'adapter. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est important, je pense, aujourd'hui, au-delà de la première clé pour moi, c'est ce projet de reprise du travail, c'est de se dire que qui dit reprise du travail, dit stress, dit fatigue, et donc on a physiologiquement une baisse hormonale d'ocytocine, donc l'hormone qui permet l'éjection du lait, et potentiellement peut-être un peu la prolactine, donc une baisse de production, et c'est physiologique, c'est pareil. Si on le sait, on n'est pas stressé sur la première semaine, voire les premiers 15 jours, que physiologiquement, on va avoir une baisse de la lactation. C'est pour ça que quand on a un peu de stock à l'avance, ça nous permet de pallier, et quand la reprise réellement du travail, c'est-à-dire le rythme, la fatigue et puis le stress qu'on peut avoir aussi au travail s'équilibre, on a de nouveau une lactation qui reprend. On peut anticiper un petit peu aussi et prendre des galactologues pour stimuler un peu la lactation sur ces périodes de reprise du travail pour essayer de limiter cette baisse physiologique qui est hormonale. D'accord. Et par rapport aux sachets, il vaut mieux avoir des petites quantités ou des grandes quantités à donner au mode de garde ou... Alors, idéalement, moi, je pense, c'est mieux, enfin, je pense, et je l'ai appris aussi, et les articles sont en cette faveur-là, de faire des petites quantités d'une pour pas en perdre, pour pas en jeter, et que les bébés au sein, en général, c'est des tétées qui sont quand même beaucoup plus régulières, on n'est plus sur des bébés à la demande, donc on va plutôt faire des 60, 90, voire 120 millilitres en petits pochons, par exemple, qu'on va pouvoir décongeler petit à petit. Il y a même parfois des mamans qui le font en format 30 millilitres, comme ça on rajoute 30, plus 30, plus 30 en fonction. Quand on stocke le lait, il y a aussi cette manière de faire qui est de stocker sur des bacs à glaçons, par exemple, qui correspond à du 30 millilitres, et on met un glaçon, 2 glaçons, 3 glaçons de lait maternel, et on arrive à augmenter les doses comme ça en fonction des besoins du bébé. Ah, c'est malin. Et on entend de plus en plus parler du risque de confusion ou de préférence avec le biberon. Alors, on va pas débattre sur ça dans cet épisode-là, on en parlera sûrement dans un prochain. Mais est-ce que du coup, il y a des alternatives au biberon si on veut éviter ce risque? Alors, il y a plein d'alternatives possibles. Il y a pareil, j'ai envie de dire, on va faire les plus de 6 mois et les moins de 6 mois. Pour les moins de 6 mois, on peut utiliser soit un verre, soit une tasse, soit une cuillère. Il y a des enfants qui boivent aussi à la cuillère, tout simplement. Comme on pourrait leur proposer de téter à la cuillère. Il y a aussi ce qu'on peut donner, c'est ce qu'on appelle des flancs de lait maternel, où on va utiliser de l'agar-agar pour épaissir et commencer à donner entre 4 et 6, par exemple, à la cuillère le lait maternel. Toutes ces alternatives-là, on va pouvoir les trouver avec la personne qui va garder l'enfant, et on peut commencer un petit peu avant pour voir quelles sont les possibilités pour l'enfant de prendre le lait autrement qu'au sein maternel.
Oui, histoire de ne pas se retrouver dépourvu le jour du mode de garde à dire ah ben je sais pas trop comment je vais lui donner, je sais pas s'il va l'accepter comme ça, s'entraîner un peu à la maison quoi. C'est ça. Alors, tu as tout dit quand tu dis s'entraîner un peu à la maison, parce que parfois on peut s'entraîner un mois à l'avance à la maison et ça se passe très bien, et le jour de la reprise, ça ne marche plus du tout. Donc, moi, ce que je leur dis souvent aux mamans en consultation, c'est surtout pas de stress. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'ils sachent faire autrement avant la reprise du travail, puisque de toute façon, il va s'adapter aussi quand il sera dans le lieu et quand il sera gardé plusieurs heures par la personne qui le gardera. Donc, on essaie. On fait des tentatives, on essaie de voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui pourrait fonctionner le mieux, et ensuite on arrive pendant la reprise du travail et on explique que ça a fonctionné, ça fonctionne, etc. Mais on n'est pas obligé de faire pendant 15 jours, un mois, tous les jours, proposer une alternative au sein, préserver plutôt l'allaitement maternel, et le dispositif se mettra en place et viendra à elle de manière naturelle, et aussi en fonction de la personne qui garde et qui est à l'aise avec la méthode de nourrissage, j'ai envie de dire. Et puis j'imagine aussi que parfois quand c'est la maman qui essaye de donner autrement, le bébé comprend pas trop et c'est un peu compliqué. Exactement. En général, on demande à la maman de partir un peu dans une autre pièce, voire même sortir un petit peu hors contexte, parce qu'il sent le lait, il sent les hormones aussi de la maman, et donc c'est plus compliqué pour eux de faire cette différence-là. Ils sont effectivement pas fous, nos bébés, ils sont plutôt très intelligents, donc plutôt par quelqu'un d'autre. Et si possible, quand la maman est pas là, si elle part faire une course, alors là, on est en plein confinement, donc c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, mais bon, il y a aussi moins de reprise du travail et il y a plus de télétravail, mais idéalement, quand la maman n'est pas présente, ça évite aussi à la personne qui va le nourrir d'avoir un stress et un regard de la maman qui est à côté. En général, c'est pas facile. Et je sais qu'on peut donner le biberon d'une manière différente que pour les bébés qui ont des préparations commerciales pour nourrissons. Du coup, comment faut faire si on donne le biberon autrement? Alors, quand tu parles autrement, tu veux dire un peu plus à l'horizontale, c'est ça? Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il y a des mamans qui disaient que le donner le biberon de manière physiologique. Oui. Alors, moi, j'ai Alors, envie de je dire sais pas ce que c'est. Alors, je vous explique. Le biberon donné de manière physiologique, il n'est pas du tout adapté que pour les enfants au sein. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse pouvoir donner le biberon au bébé de manière physiologique pour tous les bébés qui prennent le biberon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas le mettre à la verticale avec une tétine pleine de lait en permanence. On va plutôt le mettre à l'horizontale avec un bébé qui va être semi-incliné et pas complètement allongé ou pas complètement assis, ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir gérer lui-même le flux en fait, de lait qui va arriver dans la tétine. D'accord. En laissant le biberon à l'horizontale, le lait va se retrouver à moitié seulement dans la tétine, et en fonction de lever ou baisser le biberon, on va pouvoir réguler et voir quand le bébé a besoin de téter, tète, fait des pauses et qu'il soit surchargé de lait, comme on peut le voir des fois où les bébés vont prendre 120, 180 parfois de lait maternel ou de lait de préparation d'ailleurs en 5 minutes chrono. Et là, pour le coup, c'est pas du tout digeste, c'est pas adapté et c'est pas physiologique. Et il y a des débits de tétine. Est-ce qu'il faut privilégier un débit de tétine plus faible pour des bébés allaités pour que ça aille moins vite Oui. On va surtout privilégier effectivement les débits peu rapides pour la simple et bonne raison que dans un premier temps, on va lui laisser le temps de s'adapter pour éviter qu'il fasse des fausses routes, et que secondairement, l'allaitement maternel, c'est 80% du temps de tétée affectif et seulement 20% nutritif. Donc si en 3 minutes, il a bu 120 ml, il n'aura pas bénéficié de son temps d'affection et de succion dont il a besoin, hein. C'est un repère pour lui. Donc on va lui laisser, entre guillemets, durer le plaisir en ayant une tétine un petit peu plus difficile à téter pour qu'il prenne ce plaisir-là et cette affection qui passe par le sein habituellement en même temps avec le biberon. Et est-ce que les modes de garde ils sont formés à cette manière de donner le biberon? Alors, on essaie au maximum de faire passer les informations. Je ne peux pas donner de pourcentage, mais il y a encore une petite minorité qui est au courant de cette alimentation physiologique, et je dirais même que pour les parents et en maternité, on n'a pas encore suffisamment donné ces informations-là sur comment donner un biberon physiologique, allaitement ou non-allaitement. Et du coup, comment on peut on peut être amené à en parler avec le mode de garde pour que la personne ne se sente pas forcément froissée dans ses habitudes, parce que je suppose qu'elle doit se sentir aussi légitime dans la manière dont elle donne le biberon aux autres. Eh ben, moi, j'ai envie de dire qu'on le fait écouter le podcast.
Malin. Après, sur Internet, il y a des tutos aussi sur donner justement un biberon physiologique, etc. Il y a des études aussi qui ont été, je ne les ai pas en tête, mais il y a des études aussi qui ont été montrées sur l'importance de respecter le rythme du bébé quand il tète. Ça On peut être des... essaiera de les mettre dans la description du podcast si on les retrouve. Oui, et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est aussi les mamans, aussi, si elles l'ont déjà fait et qu'elles savent le faire, elles peuvent aussi montrer aux assistantes maternelles la manière dont il prend le biberon tout simplement et que ses habitudes sont D'accord. aussi sans forcément passer par le fait qu'elle veut absolument que le biberon soit donné d'une manière physiologique, etc. Ce qui peut mettre à mal effectivement la personne qui va recevoir l'enfant et plutôt lui expliquer qu'il a l'habitude de boire de cette manière-là et qu'elle apprenne d'elle-même à voir que le débit est différent et que l'enfant à coup sûr profite plus largement des bénéfices de boire du lait de manière active et acteur. Du coup, c'est un peu la même chose pour les modes de garde qui refuseraient de donner autrement qu'au biberon parce que pour eux, c'est peut-être plus simple. Du coup, c'est la communication la clé. Exactement. La communication. Il y a pas d'autre mot. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi faire des périodes d'adaptation un peu plus longues où les mamans peuvent leur montrer comment elles arrivent à lui donner autrement qu'au biberon pour qu'on puisse rassurer les modes de garde. Parce que c'est pas évident non plus de garder des enfants quand c'est pas les siens et en plus quand c'est des techniques dont on n'a pas l'habitude. Donc, il faut se mettre aussi à leur place et plutôt être dans le mode de l'échange, de la communication et de l'observation pour les apaiser et les rassurer sur cette nouvelle technique. Pareil, du coup, pour le choix du contenant qui est le plus simple, au final, ça dépend de la maman et ça dépend du bébé. Et du mode de garde aussi, j'imagine. Il faut en parler avant. Exactement. C'est vraiment, moi, je dis vraiment, c'est la clé en fait. Hein. On a déjà vu qu'on pouvait tirer 1 ou 2 fois par jour selon ce qui nous arrangeait au travail. Mais comment s'organiser pour le tirage? À quel moment on sait qu'on doit tirer? Comment on sait si on doit tirer 1 fois ou 2? Alors, super question. En fait, ce qui est important déjà, c'est de savoir comment on tire le lait. Est-ce qu'on le fait avec un tire électrique ou est-ce qu'on le fait avec une expression manuelle? Tout est possible. On peut aussi utiliser un tire-lait manuel. Il y a vraiment plusieurs méthodes pour pouvoir déjà tirer le lait. Ensuite, on va surtout pas attendre que ça soit trop tard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on sent que ça commence déjà un petit peu à picoter, et j'ai envie de dire, je vais inviter les femmes à manipuler et à toucher, palper leurs seins pour voir si les seins sont pas trop rouges, sont pas trop douloureux, sont pas trop indurés, et si en termes de massage, on est sur quelque chose de dur ou de souple. C'est là qu'on va avoir cette grande différence et qui va nous dire, là, je pense qu'il va être temps d'exprimer le lait. Ne jamais, j'ai envie de dire, attendre l'heure suivante en se disant bon là ça va encore, j'attends 1 heure. J'ai plutôt envie de dire de le faire plutôt par anticipation. Il vaut mieux le faire un petit peu trop tôt, j'ai envie de dire, que trop tard. Le risque du trop tard, c'est d'avoir un engorgement et là c'est beaucoup plus compliqué ou alors même avoir des fuites de lait. Donc j'ai envie de dire palper ses seins, ressentir et quand on sent que ça commence à être un petit peu inconfortable, voilà, lourd, inconfortable, c'est vraiment le moment d'exprimer le lait. Alors, il y a des mamans qui peuvent rester 4-5 heures sans tirer et d'autres pour lesquelles, toutes les 2-3 heures potentiellement, elles vont devoir tirer. Idéalement, c'est d'avoir un tire-lait type un petit peu nomade, quelque chose qui peut se manipuler assez facilement, qui ne fait pas trop de bruit et idéalement en double pampage pour 2 raisons. Ça stimule la lactation et en même temps, c'est un gain de temps en termes de rapidité. Et on peut louer les tire-laits électriques aussi Exactement. avec une ordonnance. Exactement. En simple ou en double pompage, il suffit simplement de le spécifier sur l'ordonnance. Ce qui est important aussi, c'est de savoir la taille de la tétrelle au préalable et d'être renseigné auprès d'une consultante en lactation ou d'une personne formée spécialisée qui va pouvoir savoir aussi si la taille de la tétrelle est adaptée à la taille de votre sein. Sinon, vous allez vous retrouver avec un tire-lait qui ne fonctionne pas et en fait, c'est simplement que l'éjection ne peut pas se faire s'il est ou trop petit ou trop grand. Et comment on arrive à savoir quand la taille qu'on a besoin? Est-ce qu'on peut demander en pharmacie, par exemple, de nous aider à choisir la taille de la tétrelle? Tout à fait, il y a certaines personnes qui sont formées. En fait, il y a des petites réglettes qui existent. Il y a des super tutos également sur Internet qui sont faits. En général, on prend le diamètre du mamelon, du téton, hein, vraiment, et on rajoute 2 mm de chaque côté, soit 4 mm, pour avoir à peu près la taille de la tétrelle. Il ne faut pas que ça touche les bords, il ne faut pas non plus qu'il y ait l'intégralité du téton, voire du mamelon, qui aille et qui rentre à l'intérieur de la tétrelle. Et puis si on n'est pas à l'aise au moment de tirer, je suppose que c'est que la taille n'est pas la bonne et dans ce cas-là, il faut essayer de trouver la taille la plus appropriée. Oui, ça ne doit pas faire mal, jamais.
Et par rapport à la conservation du lait qui est tiré, comment ça marche au niveau des... comment on dit? Mince, j'ai pas le mot. Des durées. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a les lois françaises, il y a les lois un peu plus américaines, il y a l'AFSA 2005, il y a la Lecce 2009, il y a la BM 2004 qui n'ont pas tout à fait toutes les mêmes règles de réglementation, j'ai envie de dire. Faut faire au mieux. Quand je dis faire au mieux, c'est-à-dire ça dépend de l'âge du bébé. En général, sur les moins d'un mois, je pense qu'il faut être un petit peu plus rigoureux. Plus l'enfant grandit et moins il y a de rigueur en termes de durée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait sera jamais pas bon, sera jamais mauvais. Il va juste perdre en qualité de vitamines et de nutriments si on le conserve trop longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au réfrigérateur, c'est un lait qui va pouvoir se garder entre 5 et 8 jours, par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis entre 5 et 8 jours. Ça dépend de quelle grille on se réfère. En termes de congélation, c'est pareil, ça dépend beaucoup de quelle grille on prend. Ça peut être 4 mois, 6 mois, 12 mois. La BM 2004, par exemple, dit entre 6 et 12 mois, donc c'est assez varié. L'AFSA 2005 dit 4 mois. Moi, je fais une fourchette et je dis qu'entre 4 mois et 1 an, on peut congeler le lait. Plus on va attendre vers les 12 mois et moins on va avoir de qualité nutritive en termes de qualité de lait. Mais on ne va pas non plus jeter du lait. D'accord? Si l'enfant a 1 mois, de toute façon, on n'aura pas un lait qui sera depuis 12 mois dans un congélateur. C'est Donc, sûr. c'est adapté. Faut faire confiance, réellement. Et dans quel contenant il vaut mieux les conserver? Plutôt les sachets? Je sais qu'on peut utiliser des petits pots en verre aussi. Exactement, le verre, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il faut faire attention, c'est au bisphénol A dans tout ce qui est plastique. Et il existe maintenant des sachets, j'appelle ça des sachets fraîcheurs, mais c'est des sachets un peu spécifiques où on peut tirer le lait et les stocker de manière plus facile dans les congélateurs. Et en plus, ils sont gradués, donc ça, c'est assez intéressant. Et comment on fait si on n'a pas de frigo au travail? Alors, quand on n'a pas de frigo au travail, on va pouvoir utiliser des glacières. Je voulais juste revenir justement sur les Oui, récipients. L'ANAES recommande des récipients en polypropylène et en verre, d'accord. en première intention, pour garder justement la qualité nutritive du lait maternel. Et ça, vous allez retrouver tout ça sur l'HAS, sur l'AFSA ou sur l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Ok. Donc pareil, quand on veut transporter son lait du travail au domicile ou du domicile à la nounou ou à la crèche, Une du coup la glacière. glacière. Ouais. Voilà, ou un sac isotherme avec des packs réfrigérés à l'intérieur. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne de froid. Et le lait maternel doit être replacé au réfrigérateur dès l'arrivée à moins de 4 degrés. Et j'imagine que c'est comme tout le reste, on ne recongèle pas du lait maternel décongelé. Exactement. Là, il y a quelque chose qui a, par contre, sur la décongélation, le lait décongelé, idéalement, on va le décongeler la veille en passant par le réfrigérateur pour qu'on ne passe pas d'un lait congelé à un lait qui va être complètement chaud en quelques minutes. On va idéalement décongeler la veille pour qu'il se décongèle tranquillement dans le réfrigérateur. Ensuite, on va pouvoir le chauffer et si l'enfant ne prend pas tout son lait, on ne pourra pas, s'il a été congelé, le réutiliser. En revanche, si on est sur un lait frais qu'on a laissé au réfrigérateur, par exemple 3 jours, que l'enfant n'a pas tout bu, on peut le remettre au réfrigérateur et le réchauffer une deuxième fois. D'accord. Et il y a certaines mamans qui rapportent aussi que quand elles décongèlent ou qu'elles ressortent leur lait, il y a une odeur qui est pas top. Je crois que c'est quand le lait lipase, c'est quelque chose comme ça, non? La lipase, en fait, c'est une enzyme en fait de prédigestion du lait maternel qui se met en route dès l'éjection du sein. Et donc, c'est une prédigestion du lait et ça crée ce goût un petit peu amer qu'on peut retrouver effectivement dans ce lait qui a été congelé ou gardé un petit peu trop longtemps au réfrigérateur. Mais il n'y Et a dans aucun risque à le donner au bébé. aucun risque. C'est juste qu'il est déjà prédigéré, donc il a déjà une odeur et un Hmm. goût un peu acre comme un lait caillé, un lait qui a déjà été Ouais. prédigéré, que l'enfant va avoir fait un reflux, par exemple. Donc c'est possible que certains enfants n'aiment pas, tout simplement. Exactement. Donc là, on va essayer de le chauffer à 37 degrés pour essayer de limiter un peu l'odeur. Au moment avant de le congeler ou au moment où on le ressort? Ça dépend des laits, j'ai envie de dire. On peut essayer de le faire avant et on va surtout essayer de le faire après. D'accord.
Et donc, on a déjà parlé de la baisse potentielle de lactation au moment de la reprise du travail. Mais du coup, s'il y a vraiment une baisse de lactation, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les aliments justement galactogènes, c'est ça? Oui, galactogène, galactologue. Alors, avant d'utiliser quoi que ce soit, on va surtout faire énormément à la demande quand l'enfant est présent avec la maman. On va reprendre éventuellement les tétées nocturnes, puisque la prolactine se produit beaucoup plus la nuit, donc entre minuit et 5 heures globalement. Donc, on va privilégier les tétées la nuit pour relancer naturellement la lactation. Et si jamais on a une baisse de lactation qui est vraiment avérée, on va pouvoir utiliser les galactologues. Alors, il y a des tisanes d'allaitement, il y a, je ne sais même pas si j'ai le droit de citer de marques, de choses comme ça. Il y a tout ce qui est fenouil, ou en tout cas tout ce qui est stimulant naturel de la lactation, cumin, anis, amandes, noix, noisettes. Tout ça, c'est des choses qui sont des stimulants naturels. Et sinon, il existe des médicaments pour pouvoir essayer de stimuler la lactation. Et si on a vraiment une baisse, on peut consulter quelqu'un aussi, comme une consultante IBCLC comme toi, pour, Exact- euh, pour Exactement. trouver une solution. Moi, je trouve que idéalement, les mamans, je les vois au moins une fois pour la reprise du travail, pour faire ce fameux projet de reprise du travail, et où on a pu déjà élaborer un petit peu toutes ces questions-là et voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place quand certaines difficultés peuvent arriver. D'accord. Ça permet au moins de savoir vers qui se retourner au moment Oui. venu. Alors, nous, les IBCLC, on est formés, hein. Il y a les DU de lactation humaine aussi. Il y a toutes les associations aussi, hein, la Leche League, qui sont là aussi pour vous donner des informations, peut-être pas aussi précises. Et en tout cas, elles seront redirigées si besoin vers les consultantes en lactation. Mais il y a tout un réseau, j'ai envie de dire, adapté pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Et bon, on va parler un tout petit peu de l'actualité vu que cet épisode sort pendant le deuxième confinement. Déjà, on peut poser la question, est-ce qu'il est possible de continuer à allaiter malgré le fait que la maman ou le bébé soit positif au Covid? Alors, c'est pas est-ce qu'elle peut, c'est surtout elle doit, puisque dans le lait maternel, il y a des anticorps qui vont pouvoir permettre au bébé de se protéger de la Covid-19. Il y a un système salivaire en fait qui donne des récepteurs au niveau des canaux galactophores au niveau du sein qui permettent justement à la maman de programmer des anticorps spécifiques à la Covid-19 et de pouvoir justement créer des anticorps qui vont protéger son bébé contre les virus. Alors là, on parle de la Covid-19, mais il y a tous les virus de l'hiver qui vont arriver, la grippe notamment, la bronchiolite, la gastro, toutes ces maladies d'hiver qui vont arriver là bientôt. L'allaitement maternel est vraiment une prévention à large spectre, j'ai envie de dire, sur les maladies infantiles. D'accord, donc c'est toujours bénéfique, on n'a pas à s'inquiéter de transmettre le virus. Peu Exactement, ce sera importe quel virus. toujours bénéfique. Si la maman est porteuse de la Covid-19, elle prendra les mesures protectrices avec le lavage des mains, le port du masque, etc. Bien nettoyer le tire-lait si elle utilise un tire-lait, si elle est trop fatiguée pour mettre son bébé au sein, etc. etc. Mais on n'a absolument pas à arrêter un allaitement ou à séparer la mère d'un enfant sur un virus quel qu'il soit, et la Covid-19 en fait partie. La seule séparation qui sera envisageable, c'est quand la maman est vraiment très fatiguée ou en réanimation, et dans ce cas-là, on n'aura pas de contact possible avec la maman, et on préconisera au maximum la poursuite du tire-lait si la maman est en capacité de le faire pour maintenir au maximum l'allaitement. D'accord. Et pour les enfants qui sont toujours en collectivité, est-ce qu'il y a des protocoles sanitaires qui ont changé par rapport au lait maternel? Par rapport à la conservation ou par rapport à Ouais, par rapport à tout ce qu'il faut donner. Enfin, par exemple, ils ont peut-être des conditions quand on rentre à la crèche, par exemple, donner, conserver dans telle quantité. Est-ce qu'il y a des crèches qui, je sais pas comment. Alors sur moi, mes dernières recommandations, il n'y en a pas. C'est toujours les mêmes règles sanitaires pour la conservation du lait maternel et sur le fait de donner le lait maternel au même titre que on le fait quand l'enfant est pas. En général, si l'enfant est infecté de la Covid-19, il ne sera pas en collectivité. Oui. Il sera certainement. Je cherche mon mot. Avec ses parents à domicile. Voilà, pas autorisé à rester en collectivité, tout à fait. Et dans ce contexte, on peut penser plus particulièrement aux mamans qui travaillent dans le milieu médical, qui ont souvent des horaires atypiques, qui travaillent à la nuit ou qui font des gardes de 12 heures. Est-ce que c'est... Comment? Ou de 24 heures. Ou de 24 heures, exactement. Pour elles, c'est toujours possible aussi de continuer à allaiter?
Évidemment, évidemment. Alors, elles tireront leur lait sur des plus grandes périodes. Ça nécessitera un petit peu plus d'anticipation sur les stocks à faire, mais c'est également possible, moi, pour l'avoir fait, de partir donner des formations sur 3-4 jours, une semaine, et de pouvoir tirer son lait et d'anticiper avec un stock préalable pour maintenir la lactation pendant le temps de la séparation. Et elles disent souvent que parfois, elles n'ont même pas le temps de manger. Du coup, ça peut être un peu compliqué, non, j'imagine, pour certaines, de trouver le temps de tirer le lait. Exactement. D'où l'importance pour moi, je reviens vraiment dessus, de faire un projet. C'est-à-dire que quand on a un projet, ça va être plus facile pour nous de nous y tenir parce que pour avoir travaillé en réanimation néonatale et pour avoir tiré mon lait, on va vite et au plus vite, j'ai envie de dire, aller vers les soins et vers nos patients plutôt que de tirer le lait. Alors le risque, c'est celui que j'ai eu, c'est d'avoir des engorgements à répétition. J'ai envie de dire, le fait d'avoir un projet à côté et de s'écouter et de sentir et de dire là, je pense que vraiment il faudrait que j'aille tirer. On a ce droit et on doit se donner la possibilité de pouvoir prendre du temps pour tirer son lait et conserver son lait également pendant le temps de travail. Même s'il y a énormément de travail, il y a un relais, on est une équipe, on travaille en équipe à l'hôpital et il y a possibilité de se prendre 1 heure, 2 fois 30 minutes. C'est l'équivalent. Alors souvent, on le fait malheureusement sur les temps de repas, on mange en même temps ou alors il y en a qui fument et dans ces cas-là, c'est des temps aussi en moins et donc nous, on peut utiliser cette heure d'allaitement qui est complètement légiférée et pour lequel on a cette possibilité de le faire. Donc prenons-la et surtout, j'ai envie de dire, dans les hôpitaux. Ouais. Et on trouve facilement des inconvénients à reprendre le travail avec l'allaitement parce que ça reste quand même contraignant. Mais est-ce qu'il y a des avantages à continuer l'allaitement avec la reprise du travail? Oh que oui, on continue l'intimité et le confort pour le bébé en termes d'alimentation. C'est une continuité qui se perdure. On n'a pas non plus cette perte d'attachement, j'ai envie de dire, parce que les temps où la maman elle tire son lait, c'est un moment où elle est aussi en communication, j'ai envie de dire, avec son bébé. Elle continue de donner, entre guillemets, le meilleur pour son bébé. Donc, il n'y a pas ce temps à rattraper, j'ai envie de dire, ou de perdu. Pour moi, c'est que du positif de continuer de tirer son lait. On n'a pas cette cassure et ce détachement et de la part physique et en plus d'un allaitement qui s'arrête. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ce sujet-là ou des conseils à donner pour la reprise du travail? Alors, je suis en train de réfléchir un petit peu sur les choses qu'on a dit. Moi, ce que j'ai envie de résumer surtout, c'est qu'il faut, quand on tire le lait et qu'on continue l'allaitement pendant la reprise du travail, il faut vraiment voir le tire-lait comme un compagnon de route, faire confiance au bébé en ses facultés et ses capacités d'adaptation, se laisser du temps, parce que ça peut des fois prendre 1 semaine, 15 jours, 3 semaines d'adaptation. Informer, communiquer, discuter avec le système de garde et des rythmes du bébé et des projets que vous allez avoir mis en place avec le mode de garde et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et puis, j'ai envie de dire, tenter l'expérience, quoi qu'il en soit, dans la durée, puisque de toute façon, même si ça ne fonctionne pas, on se sera donné les moyens de pouvoir le faire. C'est Oui. sûr. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Céline, d'avoir répondu à nos questions et on espère que ces réponses vont pouvoir rassurer les mamans qui vont reprendre le travail malgré le contexte, en particulier dans cette période qui est déjà stressante en elle-même. Et puis, la reprise du travail, c'est souvent quelque chose qui est stressant pour les mamans et les parents. Donc, on espère que ça pourra les aider à continuer sereinement leur allaitement. Merci beaucoup pour votre travail et pour les podcasts qui sont toujours très intéressants. Et n'oublions pas que l'allaitement maternel, j'ai envie de dire, c'est une continuité de la grossesse et c'est surtout de l'or. On peut dire ça comme ça. Une histoire lactée, c'est très bien choisi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est au-delà de la nutrition. Oui, Bien sûr, totalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous espérons que cet épisode aura répondu à vos interrogations sur la reprise du travail. Merci encore à Céline d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez retrouver dans la description ses coordonnées et le lien vers son site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. À bientôt pour une nouvelle histoire lactée.
Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.